Bienvenue à vous, bienvenue à tous sur Eric Favre TV. Inspirer les jeunes, inspirer la jeunesse africaine à aller au-delà des perspectives, à croire en soi. Le rêve africain, c'est pas pour demain, c'est maintenant. Celui qu'on reçoit, Monsieur Dame, il est un personnage assez atypique. Il est assez calme dans son coin, si je pourrais le dire ainsi. Mais son parcours nous a inspiré et c'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir inspirer vous qui nous suivez, de pouvoir prendre pour exemple ce jeune qui sort son épingle du jeu. Celui qu'on reçoit aujourd'hui, il inspire beaucoup les jeunes à travers l'activité qu'il mène. Il est beaucoup suivi et on vous donne l'opportunité aujourd'hui de pouvoir le découvrir. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quel est son point de vue, quel est son parcours. C'est sur quoi nous allons aujourd'hui axer notre interview. Je vous donne l'opportunité de le connaître. Très cher invité, présentez-vous à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Michel Dapiedad, directeur artistique, diplômé d'un master en communication visuelle, major de promotion de l'année 2018. Michel Dapiedad, directeur artistique, major. Bon, d'abord, moi, j'ai une question un peu décalée. Je constate que tu es tout en noir. C'est quoi? C'est du design aussi? Ça fait partie aussi de ton mood ou bien qu'est-ce que c'est? C'est le mood. C'est le mood. C'est le mood. Ok, ouais, donc le noir n'a rien à voir avec ce que tu fais et tout ça, mais c'est ta couleur préférée déjà. Non, bon, du coup, le noir, ça inspire la classe, Ok, le respect et un peu de mythe aussi, comme vous l'avez dit. donc tu as créé le tantôt, ouais. mythe autour de toi. Voilà. Monsieur Dame, celui qu'on reçoit effectivement est un diplômé de l'INSAC, qui est l'école des beaux-arts, et aussi il a fait son passage et on l'a découvert lors de son parcours au niveau de la Fédération ivoirienne de basket. Et comme vous le savez, on sort tout dernièrement de l'afro-basket. Pourquoi ne pas faire le lien? Mais Michel, par rapport à ton parcours et ton cheminement, comment est-ce qu'on sort des beaux-arts et on se retrouve dans le domaine sportif? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours, ce cheminement? Ok, déjà, j'étais pas prédestiné à être un artiste ou bien faire cette activité-là. Déjà, pour ne pas être trop loin, pour ne pas être trop long, j'ai fait un parcours ordinaire comme tout enfant. Okay. J'ai fait le primaire, déjà j'étais à Boaké, et fils d'un père instituteur. Okay. Déjà la rigueur dans le travail, vous connaissez la chicotte. Donc déjà au CP1, j'étais meilleur de toute l'école, avec un diplôme de félicitations. Et peu de temps après, en 2001, il décède. Donc du coup, après la guerre survenue, donc on a quitté Boaké pour Abidjan. Donc à Abidjan, nous sommes installés dans un camp de scouts. Et c'est là que j'ai passé la seconde partie de mon enfance. Donc là, avec ma mère qui a à charge 4 enfants, c'est-à-dire 4 garçons, qui devaient s'occuper de ces enfants-là. Donc du coup, tantôt, j'ai repris mon cursus primaire jusqu'à ce que je parte au secondaire. Et au secondaire, j'ai passé le BEPC. Je suis allé en 3e. Bien avant ça, j'étais à LKM, un institut qui se trouve à Yopougon. Et mon professeur d'art plastique, que je salue au passage, Monsieur Nzoué, qui me suivait de près depuis mon parcours, et il a détecté en moi quelqu'un qui savait dessiner. Donc, il a approché ma mère en lui disant que je sais dessiner, je peux aller à l'INSAC, que c'est une école de dessin. Moi, en vrai, j'avais aucune notion d'une école de dessin, je savais pas ce que c'était. Donc, c'est lui qui m'a introduit un peu dans cela, qui me met ça à l'idée. Donc, avec ma mère, bon, tu sais, les difficultés, l'INSAC, c'est pas donné à tout le monde, voilà. Donc, elle était un peu réticente, mais lui, il a essayé de la mettre dans le bain, lui expliquer qu'il y a une bourse et que si ça marche, ça pourra l'aider aussi et m'aider pour la suite, tout ça. Donc, dans cela, j'ai postulé, j'ai passé le concours pour entrer au Léa. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Elle n'a pas fourni d'efforts, donc ça a marché. Donc, arrivé là-bas, j'ai continué à travailler. La première année, c'était super difficile. Je m'imprégnais dans le moule et tout. Donc, j'ai rencontré mon professeur de peinture, plusieurs autres professeurs que je ne pourrais pas citer en long ici. Mais vous avez reçu Monsieur Conan Pascal. Bien sûr. Qui a été un mentor pour moi. Qu'on salue de passage. On salue au passage. Qui a été un très bon professeur, qui nous a inculqué l'amour du travail, l'ardeur dans le travail, la concentration dans le travail. Donc, je pense que c'est tout ça qui m'a aidé aussi à pouvoir me parfaire maintenant. Donc,
Il y a eu plusieurs professeurs comme M. Anini, M. Kouada, ils se reconnaîtront. Et je leur dis merci aussi, je suis reconnaissant. Voilà, comme on le dit dans le jargon. Merci. Donc ensuite, après le lycée d'enseignement artistique, j'ai passé le CAP. On est allé aux Beaux-Arts avec le bac H1. Et bien avant, en quittant le lycée, on avait des événements qu'on organisait au lycée. Et dans cet événement-là, j'ai été élu l'élève le plus propre du lycée. Bon, on constate ça aussi. Voilà, l'élève le plus propre du lycée. Donc, j'avais eu l'encouragement de tout le monde. Même, ils ont convoqué même ma maman à l'école pour lui dire, ton enfant, il est bien, il est exemplaire et tout et tout. Donc, bien avant, pour l'anecdote, ma mère, lorsque je dessinais tout le temps, elle n'était pas pour que je dessine. Vous connaissez les parents. Mais donc, le cursus normal, c'est ce que tous les parents. On te met à l'école, faut aller à l'école, faut aller étudier, toi tu dessines. Donc elle cassait mes crayons et tout. Donc quand mon professeur d'art plastique, même M. Nzoué, l'avait appelé pour lui parler du fait que je dessinais tout ça, elle savait. Donc elle-même elle était, non, c'est histoire de dessin encore et tout et tout. Donc bon bref, avec le temps, je crois que elle a compris. Donc on a continué dans cela. Donc arrivé aux Beaux-Arts, il fallait se spécialiser. On a fait le tronc commun. On a fait l'architecture, la communication, la peinture, la gravure. Donc, parmi tout ça, il fallait se spécialiser. Et moi, je me suis senti à l'aise dans le domaine de la communication. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai embrassé cette discipline-là. Et là-bas, j'ai rencontré un professeur qui m'a donné encore plus envie d'aimer cette discipline-là qui est le professeur en question, c'est monsieur Coco Noël, que je salue également au passage. Il a été vraiment inspirant pour moi. Et vraiment, ça a été d'une grande aide d'apprendre à ses côtés et puis de connaître cet univers-là. Donc, lorsqu'on a commencé les cours, les 2 premières années, j'avais pas d'ordinateur, vu que c'est la communication, il faut travailler avec les ordinateurs et tout. Donc, j'avais pas d'ordinateur, je squattais un peu les ordinateurs de mes amis et tout. Donc, à vrai dire, j'étais un peu dans mon coin. Je me posais des questions, est-ce que j'allais pouvoir rattraper tout ce retard et tout ça. Donc, vu la situation aussi de ma mère, elle se battait comme elle pouvait, donc je faisais avec. Donc, je crois que après les 2 ans, l'année qui a suivi, elle a pu m'acheter un ordinateur de seconde main. Et j'ai pu utiliser, tant bien que mal utiliser ça pour essayer de travailler. Donc, avec ça, malgré le retard, j'ai constaté que mon niveau était bien plus au-dessus de ceux qui avaient les ordinateurs de certains. Donc, j'ai compris que dans la vie, peu importe ce que tu as comme ressources ou comme moyen, ne te mets pas des limitations, voilà, des restrictions. Donc, moi, je croyais en moi, je connaissais mes forces, je connaissais mes faiblesses. Donc, j'attendais juste le moment d'avoir ce qu'il me fallait pour pouvoir exploser. Donc, je pense que l'ordinateur que j'ai reçu, et je l'ai utilisé comme je pouvais, je me suis adapté. Et le plus, c'est que en plus de ce que j'apprenais à l'école, moi-même personnellement, je faisais des recherches. J'avais cet amour, ce désir-là d'apprendre, de me perfectionner. Donc, je pense que c'est ce qui a joué en ma faveur. Donc, là aussi, j'ai commencé à avoir les faveurs de mon professeur. Il a commencé à apprécier ce que je faisais, tout ça et tout. Donc, après ça, je pense qu'on est tombé dans la période où on devait soutenir. Donc, bien avant ça, on avait des stages à faire. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui a été mon second mentor aussi dans le domaine que je vais présenter ici, qui est monsieur Patrick Diagou, un très grand photographe. Et notre rencontre a été tellement particulière que je me permets de pouvoir vous l'expliquer. Je l'ai connu lors d'une couverture d'un événement à l'église dans ma paroisse. Et pendant toute la cérémonie, mes yeux étaient braqués sur lui. En fait, l'engouement qu'il mettait dans son travail, l'acharnement qu'il mettait dans le travail, le dévouement, je me ressentais en lui.
C'est-à-dire, on est à l'église, il attend de faire, il est focus sur ce qu'il a à faire. À la limite, ceux qui sont autour n'existent plus. Focus, il travaille sur ce qu'il a à faire et après, il rentre. Il ne se disperse pas. Voilà, il ne se disperse pas, il est serein, focus sur ce qu'il a à faire. Quand il finit ses prises, il se met de côté pour ne pas gêner l'ambiance, tout ça. Donc moi, c'était ma première fois de voir quelqu'un qui travaillait comme ça. Et à vrai dire, ça m'a épaté. Et tout au long de la cérémonie, comme je le disais, je le regardais. J'observais ses faits et gestes et je me ressentais en lui. Donc à la sortie, je me disais, il faut que je le rencontre pour prendre son numéro, au moins. Mais comme je suis timide, réservé, je me disais comment j'allais y arriver. Comment j'allais y arriver. Donc, à la sortie, tant bien que mal, j'ai pris mon courage à deux mains. Et aussi, j'avais peur de ne pas l'approcher, de l'approcher. Et peut-être, il n'a pas fini son travail. Et puis peut-être, il va me baisser devant les gens, comme on le dit. Aussi, oui. Donc, j'avais tout ce sentiment qui était mitigé en moi. Mais le désir de m'approcher de lui était vraiment fort. Donc, je suis allé vers lui, j'ai échangé avec lui. Vraiment très apaisant. Quelqu'un de très simple, humble. Il m'a abordé comme si on se connaissait depuis longtemps. Donc, on a échangé. Il lui a dit, franchement, j'aime bien sa manière de travailler et tout. J'aimerais apprendre auprès de lui. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai déjà fait de la photo? En ce moment, je n'ai jamais touché d'appareil photo. Donc, il m'a dit, OK, prends ma carte et appelle-moi le lundi. Donc, le lundi, je l'ai appelé. On s'est rencontrés. Vite fait, pour ne pas être trop long, j'ai commencé à travailler avec lui et j'ai découvert une autre facette du monde du travail, en fait. Bien que j'étais encore à l'INSAC, j'avais pas encore terminé, j'ai découvert une autre facette du travail, une autre rigueur dans le travail. Bien que même à l'INSAC, la rigueur même qu'on nous donnait dans le travail, c'était comme si tu travaillais même en entreprise, en fait. Parce que la charge de travail qu'on te donnait, le stress, à la limite, on te met en entreprise, tu as une aisance à travailler sous la pression. Donc, en plus de cela, lui, dans sa rigueur encore, j'ai vu quelqu'un de vraiment ordonné, de vraiment discipliné. Et je crois que ça m'a aidé aussi à pouvoir exercer le domaine que je fais et à pouvoir me développer dans ce domaine-là. Donc, pour ma soutenance, lors de la recherche du thème de la soutenance et tout, j'ai un ami que je salue au passage, Yaoukra, qui m'a aidé aussi à pouvoir trouver le thème de ma soutenance, qui était le thème qui était la promotion des inventions faites par les Kamites, longtemps oubliées. Wow. Donc, on a travaillé dessus. Et quand j'ai présenté ce terme-là à Monsieur Patrick Diagou, c'est comme si on était connectés, on avait les mêmes pensées. Comme on le dit chez nous, vous étiez en Wi-Fi. Voilà, on était en Wi-Fi. Donc, on a vraiment été en collaboration avec ce thème-là. Il m'a vraiment aidé. Il m'a pris comme son petit frère, moi comme son grand frère. On restait même au studio tard dans la nuit pour travailler sur mon mémoire. Son studio qui est toujours au Vallon, qui est Connexion Photographie. Vous pouvez faire un tour pour voir un peu ses œuvres. Merci bien pour la pub. Donc, je rigole. Voilà. On le salue de passage. Voilà, ok. Donc, on a travaillé tout au long de cette période-là sur ma soutenance. Okay. Il m'apprenait comment je devais faire mon speech. Tard dans la nuit, quand on finissait, il me demandait de reprendre ce qu'on avait fait pour pouvoir présenter. Donc, alors qu'il devait rentrer chez lui, retrouver sa famille, tout ça, à la limite, on était focus dans le travail qu'on oubliait tout ça. Donc, il a été vraiment d'une aide avec mon professeur, M. Kokon Noël, qui était mon maître de mémoire, qui m'a aidé aussi à orienter l'axe créatif de mon sujet et tout ça. Donc, pendant la préparation de ma soutenance, on sait tous qu'à l'INSAC, on est boursier. Donc, c'est la bourse qui aide un peu, comme je dis tantôt, avec ma famille, qui était un peu dans une situation financière assez délicate. Donc, mon quadio, comme on le dit dans le jargon, les initiés, ils sauront, le quadio, cette année-là, n'est pas tombé. Wow. Alors que c'est ce qui pouvait me permettre de pouvoir assurer les charges, voilà, faire les impressions, alors qu'on sait tous qu'au Beaux-Arts, la soutenance, c'est pas du jeu. Ça demande beaucoup d'argent. Comme dans toutes les écoles. Voilà, comme dans toutes les écoles. Donc, cette année-là, j'ai pas eu ma bourse. Alors que j'avais fait les documents, j'avais déposé à jour, j'ai fait les réclamations qu'il fallait, je suis allé à la direction, à la scolarité. J'ai pas eu gain de cause.
Donc, j'étais là, je savais pas vraiment quoi faire. Donc, j'ai dû expliquer à Monsieur Patrick le problème que je traversais. Donc, il m'a dit, OK, y a pas de problème, que bon, je vais te prêter de l'argent pour que tu puisses faire le truc. Sans que j'insiste, en fait. Donc, ça a été vraiment quelqu'un qui a été là dans mon parcours, qui m'a aidé à tenir bon. Et j'ai pu imprimer ce que je pouvais imprimer, faire les productions de gadgets liées à la production de tout ce que j'avais comme production à faire. Donc, à la soutenance, il a été là. Le jour de la soutenance même, il a été là à m'aider à placer les éléments au mur et tout ça. Donc, le jour de la soutenance, sous une grosse pluie, franchement, je suis arrivé même en retard à cause de la pluie. Donc, bon, je pourrais dire que la pluie a été une source de bénédiction pour moi. Voilà, donc, je suis arrivé en retard, le temps de me placer, présenter mes travaux, tout ça. Donc, avec les conseils avisés de mon professeur, Monsieur Coco, en me donnant quelques instructions, comment je dois me tenir, qu'est-ce que je devais dire, tout ça. Et Monsieur Jijika aussi dans le jargon, comme on l'appelait à l'école, qui était professeur d'espace volume en architecture, un architecte aussi. Donc, j'ai commencé mon speech. Quand j'ai fini, quand j'ai commencé déjà, j'avais le stress. Mais quand j'ai commencé, j'étais lancé. J'étais dans mon élément et tout. Donc, quand j'ai fini, le membre du jury qui était composé de 4 personnes se sont levés. Ils ont fait un standing ovation pour saluer mon travail. Et parmi les membres du jury, il y avait une blanche qui se nomme Sylvane Fontaine qui m'a félicité une fois de plus et qui m'a dit merci de lui avoir permis de connaître ou de savoir qu'il y a des Noirs qui ont inventé des choses. Elle dit depuis qu'elle est née, elle avait une soixantaine d'années ou une cinquantaine d'années. Elle m'a dit depuis qu'elle est née, elle n'a jamais su qu'un Noir avait inventé des choses. Qu'à travers ma soutenance, à travers mon mémoire, elle a appris de nouvelles choses. Elle a su que des Noirs ont inventé des choses. Et franchement, moi, ça m'a touché. Bien sûr. Et je me suis dit que j'ai été utile à la société. Et j'ai été utile, voilà. Et j'ai apporté quelque chose. Donc, on a gardé de bons contacts. Et dans le jury en question, il y avait Monsieur Mahama Koulibaly, que je salue au passage, qui est mon actuel patron. Et on dira que c'est pendant cette soutenance-là qu'il m'a déniché, qu'il a vu le talent en moi et qu'il m'a coopté. Après ma soutenance, a venu travailler avec lui. Voilà. Travailler avec lui où? Travailler avec lui dans son entreprise qui est Media West Group. Et dans Media West Group, il y a une entreprise affiliée à Media West Group qui est une agence conseil en communication 360, mais qui est plus axée sur la communication sportive, qui met en lumière les fédérations, les institutions et les États, qui fait la promotion du sport en général. Donc, il m'a coopté pour travailler avec lui. Et je vous l'avais dit que j'étais en stage déjà chez Monsieur Patrick, qui m'avait aidé tout le long, tout ça. Donc, cette période-là, vraiment, c'était vraiment pour moi une période émotionnellement, c'était un peu chaud. Parce que déjà... Le courageux ne tombe pas déjà. Voilà, le courageux ne tombe pas. J'ai fait ma soutenance. Voilà. Faut pas toujours aller gratter la tête. Voilà, tu vois. Quand il y a une opportunité. Il y a une opportunité, tu vois. Il y a celui qui m'a aidé aussi pendant que c'était difficile et qui me prenait comme son petit frère et j'étais censé retourner avec lui, travailler. Et là, j'ai une opportunité encore. J'ai une opportunité encore devant moi pour travailler. Donc là, les semaines qui ont suivi, c'est des nuits blanches que je passais. Imagine. Je réfléchissais, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que... Il y a le lieu là de pouvoir rappeler quand même ta loyauté. Parce que si tu as eu le temps de pouvoir avoir des nuits blanches, c'est que tu réfléchis un peu à celui qui t'a apporté son aide. Exactement. Et est-ce qu'il faut le laisser? Comment lui annoncer ça? J'imagine un peu la pression. Exactement. Pour emprunter vos mots, moi en fait, je suis quelqu'un de loyal en griffe. C'est ça. Je suis pas le bien placé pour le dire, mais d'autres collaborateurs pourront le dire. Oui. Quand je fais confiance ou quand je me donne à quelque chose, je le fais pas à moitié. Bien sûr. Soit je le fais ou soit je le fais pas. D'accord. Et mes collaborateurs même pourront en témoigner. Donc du coup, avec lui, ça a été vraiment difficile de m'en défaire et même on a eu des conversations avec lui
Monsieur Patrick, je lui ai expliqué le contexte. Oui. Et voilà, et tout. Qu'est-ce que lui, il en pense? C'est pas du genre, dans son dos, je suis parti. C'est ça. C'est très important. Voilà, c'était difficile même de m'en détacher. Même quand il m'avait donné son accord en griffe, que je peux partir, qu'il n'y a pas de souci, on est ensemble, c'est fair play, il comprend et tout ça. Parce qu'après, il y avait la famille par derrière, tout ça. La proposition que j'avais reçue par rapport à ce que je devais toucher tout ça, c'était boucher le trou même voilà, qui bouchait le trou, tout ça, voilà. Voilà, donc tu connais tout ça. Donc, tout ça dans le lot. Après, au fond, j'avais pas l'aspect d'argent dans ma tête. Bien sûr. C'était plus la loyauté avec l'autre. C'est ça. Donc, dans le creux, au fond, moi, je voulais rester. Tu vois, mais après, il y a la pression sociale, il y a la famille, voilà, donc ça rattrape. Donc, j'ai dû me mettre en retrait, analyser, avoir des conseils avisés de personnes et même de Monsieur Patrick même qui m'a reconforté à l'idée que il ne prend pas ça en mal. C'est en fair play, on reste toujours en contact malgré le fait que je pars travailler là-bas. Donc finalement, c'est une confidence même, je l'ai jamais dit à quelqu'un et c'est en larmes que la nuit où je lui ai annoncé, ou bien j'ai décidé d'aller avec... D'essayer de voler tes propres ailes. De mes propres ailes, c'est en larmes même que j'essayais d'accepter ça moi-même, en fait. J'imagine. En fait, je le parle actuellement, je parle de ça actuellement et puis j'ai quelques larmes dans les yeux. Garçon, on pleure voilà, pas. Donc, on pleure pas. Donc, nous, si on est les guerriers. Donc, c'était vraiment difficile de prendre cette décision-là. Mais comme on dit, un homme, il faut être courageux et puis il faut accepter, prendre des décisions difficiles dans la vie. Donc, j'ai pris cette décision-là et je lui ai fait part après la nuit de chaudes larmes. Je lui ai fait part, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, tout ça, il m'a reçu. Même avant que je parte, il a organisé une petite réception pour moi, tout ça. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur, malgré la distance. Donc, cet épisode est passé, j'ai commencé à travailler avec Monsieur Mahama Koulibaly. Je crois que j'ai fait ma soutenance en 2018. Il voulait même que je parte même directement après ma soutenance. Bon, je lui ai dit que bon, j'allais me reposer un peu, histoire de me reposer un peu. Faire descendre un peu la pression. Donc, du coup, j'ai commencé quelques mois après à faire un stage en 2018 chez lui. Et c'est en 2019 que j'ai signé définitivement avec mon contrat CDI. Donc, c'est toujours une expérience que je continue avec lui. Une expérience inspirante que je continue avec lui. Et en 2020, il brigue la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Et ça a été un projet qu'on a porté pour pouvoir relever l'identité, l'image de la fédération, vu que c'est mon patron d'office et je travaille dans son entreprise qui est l'agence de conseil en communication. La fédération a été un alibi de compétences de pouvoir montrer ce qu'on sait faire dans le domaine de la communication et moi aussi un challenge pour moi. Ça a été l'un de mes premiers projets, si on peut dire national et international. Donc, ça a été un challenge pour moi qui sort tout fraîchement de l'école à pouvoir relever ce challenge-là. Donc, ça a été ma motivation personnelle, chaque instant, de pouvoir relever ce challenge à chaque projet. Donc, il prend la présidence de la fédération en 2020. Le projet, avec lui à sa tête, c'était de redynamiser, comme je le disais, la fédération ivoirienne de basketball. Donner une nouvelle ère. Voilà. Donc moi, ma tâche au niveau communication, au niveau graphique, c'était de donner une identité visuelle propre à la fédération ivoirienne de basketball. Une identité attrayante qui captive et qui intéresse. Qui intéresse surtout. Vu que je suis jeune et le sport en griffe, c'est la jeunesse, il faut que ça soit dynamique. Il faut que ça respire de la couleur. Voilà, donc c'était ça que j'avais à l'idée. Donc, j'essayais de traduire ça
à travers la ligne directrice que le président nous donnait. Vous avez donné. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre sur pied ou bien de mettre les bases d'une identité en faisant des visuels, des affiches, des vidéos, des programmes de match, même pour les compétitions sur l'étendue nationale. Comment, ma grande question en fait, et la question qu'on se posait tout le bureau, comment attirer le public à réaimer ou bien à se réadapter au basketball ivoirien. Parce que dans le temps, on aura appris il y avait eu un engouement, mais après, il y a eu un relâchement jusqu'à 2019. Avec la situation de crise aussi. Voilà, la situation de crise et tout ça. Les gens ont eu d'autres centres d'intérêt et tout ça. Voilà, mais la question que je souhaiterais aussi poser, bon, c'est vrai que certainement, tu n'es plus à la fédération, mais durant ce temps-là, est-ce que le challenge a été relevé? Quel a été le satisfecit des instances dirigeantes de la fédération? Quels ont été aussi pour ceux qui ont vécu en fait cette période-là? Quelle a été ton identité? Quelle est la trace que peut-être une personne lambda a dû voir dans la rue sans savoir que c'était toi qui étais derrière? Ok. Merci beaucoup pour la question déjà. Comme on le dit dans le jargon, notre métier est un peu un métier d'ingrat. D'ingrat. Tu vois, donc on le fait sans savoir qui est à l'arrière. C'est ça. Donc bon, j'ai été l'auteur de plusieurs éléments graphiques depuis 2020 jusqu'à 2024. Ok. Donc parmi tant d'autres, je pourrais citer la campagne de l'Afro-Basket 2021, la campagne de la FIBA 2023, la Coupe du Monde, la campagne même d'événements même national même, c'est-à-dire le championnat national N1, N2. On a essayé d'événementialiser le basketball pour en faire un show. Donc il y avait des événements par le leadership de Monsieur Mahama Koulibaly qu'on essayait de mettre en place, c'est-à-dire le 8 mars par exemple. Donc il y avait des concepts autour du 8 mars, des affiches. Par exemple, la Noël. Ça par exemple, c'est une anecdote qui me marque un peu le plus. On a créé un concept autour de la Noël qui était basket en Noël. Voilà. Ou bien basket de Noël. Donc ce concept-là en particulier, c'est à la veille qu'on a reçu l'idée du président et qu'on devait le matérialiser pour le lendemain. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et ça a été ça aussi le challenge depuis mon parcours jusqu'à présent. Travailler sous pression, travailler dans un délai assez court. Les campagnes que vous aurez pu voir sur la toile, sur les réseaux, c'est aujourd'hui que je le dis. La plupart du temps, c'est des productions que je fais, soit à 2 jours ou à 3 jours de l'événement, ou sur le coup même. Donc, imaginez un peu le stress. Est-ce que ce que je vais faire... On va surtout parler de l'inspiration. Voilà, l'inspiration. L'inspiration. Donc, imaginez un peu le stress. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Vu le délai que je me donne là. En fait, moi, je suis quelqu'un à la limite un peu perfectionniste sur les bords. Donc, beaucoup du temps. Je suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc, même quand pour les autres c'est bon, pour moi c'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Donc, je me dis, est-ce que ils vont aimer, est-ce qu'ils vont plaire? Mais à ma grande surprise, quand ça sort, tout le monde aime, tout le monde apprécie. Donc, même quand ça sort, même après, moi, je me fais un autocritique encore. Ça, par exemple, j'aurais pu changer. J'aurais pu mettre ça la couleur qui est là. J'aurais pu mettre telle couleur. Beaucoup d'hommes se retrouvent dans ce que tu as dit, là. Beaucoup d'hommes se retrouvent. Donc, j'aurais pu mettre cette couleur. Oh, s'il y avait eu beaucoup plus de temps, ça aurait pu impacter plus. Donc, c'est ce perpétuel recommencement-là qu'on vit. J'imagine. Donc, on a eu cette campagne-là de l'Afro-Basket. Je crois que il y a eu tellement de campagnes sur lesquelles je travaille depuis 2020 jusqu'à maintenant. Mais je crois que ce qu'on peut retenir, il y a l'Afro-Basket 2021, où les basketteurs sont sortis deuxième de la compétition. Et il y a eu la Coupe du Monde aussi. Si vous me le permettez, je pourrais peut-être... Non, c'est les points marquants. C'était l'une des questions que je voulais poser dans la mesure où on est tombé là-dedans. Qu'est-ce qui t'a marqué lors de ton passage pendant la fédération ivoirienne de basketball? Donc, vas-y. Donc, voilà. Donc, pendant cette campagne-là, l'Afro-Basket 2021, et il y avait
des campagnes à faire avant que l'événement même ne se passe. Donc, il y avait des éliminatoires que les athlètes devaient jouer. Donc, on était à la campagne de teasing et autour et autour. Donc, mon premier voyage même à l'international, même, c'était avec la fédération. C'était au Cameroun, je pense. Mon premier voyage. Donc, après cela, quand la compétition devait arriver, nous sommes allés au Rwanda pour la compétition. Et de là-bas, même quand je partais pour la compétition, les visuels, je faisais la photo, je faisais la conception graphique, je faisais le montage vidéo. Donc, ça dit, à moi seul. C'est-à-dire que toi seul, tu es joueur, entraîneur, et puis arbitre, on peut le dire. Voilà, donc j'ai oublié de tout produit. Voilà, donc j'allie 3 compétences en une seule personne. Et je pense que j'ai pas pris ça comme un fardeau, à la vérité. J'ai pas pris ça comme un fardeau. Pour mes collaborateurs, eux-mêmes, ils compatissaient pour moi, en fait. Mais moi, c'était comme un challenge que je devais relever. Bien sûr. Et surtout, je pense, tu donnais vie à ta passion. Justement. Et surtout, c'est cela aussi, l'amour que tu donnes pour l'art que tu exerces. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Quand tu aimes ce que tu fais, tu vois pas tes efforts ou bien la souffrance que tu endures. Peut-être que c'est après que tu vas sentir des courbatures, tu vas sentir des migraines, mais sur le coup, tu sens pas vraiment l'effort que tu fournis. Effectivement. Tu parlais d'art aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ta formation artistique, là. Comment est-ce que ça a contribué à la promotion et au développement du sport en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Si je me permets de te poser cette question. Humblement, je pense que lorsqu'on a pris la fédération, l'impact que le graphisme ou l'art que j'ai appris à l'INSAC a eu sur la fédération et sur la production, je pense que à ce jour-là, il y a beaucoup plus d'engouement autour du basketball qu'avant. Je pense que c'est du fait du leadership de M. Bamba Coulibaly, de ses collaborateurs, de l'impact que j'ai pu avoir en tant qu'artiste graphiste, de mon œil avisé aussi, en tant que graphiste. Je pense que les visuels que je faisais, dans le temps, il n'y en avait pas. À peine même quand il y avait des compétitions, le grand public ne savait pas. Par exemple, tel jour, il y avait tel match, tel jour, il y avait tel match. Donc, par exemple, quand nous, on est venu, que moi, j'avais la charge de redynamiser tout ça, j'ai fait un peu quelques recherches pour savoir comment ça se fait, par exemple, ailleurs, en NBA, dans les pays développés de basketball en Afrique. Comment faire la promotion de ce produit-là. En fait, moi, dans ma tête, en tant que communicateur, je voyais la fédération comme un produit. Comment mettre en lumière ce produit-là. Donc, comment donner envie. Voilà, comment donner envie d'aimer ce produit-là. Donc, j'ai mis en place un workflow où je faisais des visuels pour annoncer les compétitions en cours, les programmations, quand il y avait des événements, il y avait des visuels pour annoncer. Même le jour du match, il y a des visuels pour annoncer les scores sur les réseaux, tout ça. Donc, ça a inspiré plus d'un. Et je crois que quand on a commencé même dans cette expérience-là, on a vu d'autres fédérations répliquer ce qu'on faisait. À la limite même, ils copiaient nos visuels et ils collaient. Donc, je me suis dit que ce que je fais, c'est quelque chose de... C'est pas un petit pas, mais c'est un grand pas. C'est pas un petit pas, mais c'est un grand pas. Effectivement. Et à l'échelle nationale, pour que d'autres fédérations s'inspirent de ce que je fais, pour pouvoir le faire chez eux, je crois que c'était quelque chose d'inspirant. Et là, maintenant, même l'engouement qu'il y a autour du basket, les conceptions visuelles autour du sport qu'il y a, à l'époque, il n'y en avait pas. Bon, je dis à l'époque comme si tu as 40 ans. J'ai 40 ans. Mais tu as 50 ans. Voilà, donc... il n'en avait pas. Donc, je pense que j'ai inspiré plus d'un aussi à pouvoir intégrer le fait de faire la conception sur le sport, la création du sport, tout ça. Donc, maintenant, on voit avec l'Afro-Basket des dames dernièrement, il y a eu plusieurs visuels autour du sport qui montrent un peu le patriotisme. Donc, je pense que humblement, peut-être c'est parti de moi où j'ai inspiré plus d'un à pouvoir le faire. Donc, pour revenir rapidement sur l'anecdote de l'Afro-Basket, lorsqu'on est arrivé, les compétitions et tout ça, donc il fallait faire la photo, publier, connecter en fait le public qui est resté en Côte d'Ivoire ici avec ce qui se faisait
au Rwanda. Les faire vivre. Donc, les faire vivre l'émotion à la réalité. Donc, par exemple, un exemple de parcours, de journée. Le matin, par exemple, à l'hôtel, on doit se réveiller tôt pour prendre le petit déjeuner. Ils doivent aller faire l'entraînement. À l'entraînement, tu dois sortir avant eux, les prendre à la sortie de l'hôtel. Photos, vidéos, arriver sur le terrain, quelques photos d'entraînement. Oui. On retourne à l'hôtel, ils vont déjeuner. Moi, par contre, je dois monter, retoucher les photos que j'ai prises, faire le montage des vidéos, les poster, et puis me préparer pour l'après-midi avant que le match de passage, c'est ainsi qui vous suit présentement. C'est notre responsable aussi artistique ici. Ouais. C'est pratiquement le parcours qu'on a eu à mettre en place. C'est un peu le protocole qu'on a eu à mettre en place durant l'Afro-Basket féminin. Et c'était une expérience aussi assez intéressante. Bon, c'est comme ça généralement que nous on travaille. Mais c'est, comme je le disais tantôt, tu es l'un des pionniers qui a en fait mis en place en fait ce setup-là. Et il y a lieu de saluer ça. Donc, désolé de te couper. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, je devais faire ce workflow-là. Et ça demande une organisation personnelle. Bien sûr. Si tu es dispersé, tu peux pas. Ouais. Parce que mentalement, il faut déjà visionner ce que tu as à faire. Et vivre, en fait, le parcours. Puis vivre le parcours pour pouvoir restituer au public. Donc, je publiais les photos, les vidéos. Et sur les réseaux, les gens réceptionnaient ça. L'interaction était là. Donc, c'est ce qui me réconfortait encore plus à continuer à me motiver. Donc, ils vivaient ça, ils étaient vraiment contents de voir leurs stars s'entraîner, comment ils vivent, comment ils jouent entre eux, tout ça. Donc, c'était vraiment ça le challenge pour moi de pouvoir faire ressortir. Donc, quand on finissait, à peine même souvent les midis, même j'oublie même de manger, puisque je dois terminer rapidement et puis entamer le match. Donc, l'après-midi, je dois aller encore s'entraîner, faire la même routine, photo, vidéo, revenir à l'hôtel. Et dans la soirée, le match maintenant va commencer. Donc, aller encore le stress du match, sortir avant eux. Souvent même, tu n'as pas encore fini de faire des trucs. Tu dois descendre rapidement, tout ça. Donc, tantôt, l'un dans l'autre, ça a été une belle expérience. Et je salue vraiment les joueurs, que ce soit la catégorie hommes, la catégorie dames, qui ont été vraiment d'un apport, d'un soutien. Parce que ça joue pour beaucoup aussi. Il faut que eux aussi ils ont compris. Ils ont compris le challenge. Ils participaient aux interviews que je demandais, tant bien même qu'ils n'avaient pas le temps, parce que eux aussi, de leur côté, ils devaient s'entraîner, se reposer. Tu viens encore taper, il va te poser 2-3 questions à la limite. Là, il peut te dire non, bon, pardon, là. Tu vois, non, mais ils comprenaient et ça donnait au jeu. Donc, vraiment, je profite de cette lucarne pour leur dire merci. Sincèrement, merci pour tout, de m'avoir aidé aussi à pouvoir réussir ce pari-là. Donc, après la compétition à l'Afro-Basket, on devait rentrer, vu qu'on a été deuxième là. Donc, à l'aéroport, ça c'est une anecdote que je vais te donner. À l'aéroport, on a fait la file pour rentrer à la maison. Et on devait nous recevoir à l'aéroport ici en grande pompe. Et bien avant ça même, pour montrer l'engouement en fait, quand on était là-bas, avec tout ce qu'on faisait, ici, on avait le retour de la population ivoirienne qui suivait ardemment le basketball. Alors que dans les années antérieures, c'était pas comme ça. Donc, on nous disait même que pendant qu'on était au Rwanda, ici, dans les maquis, les bars, il y avait du monde qui regardait le basketball. Alors qu'avant, c'est le football. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir au maquis et venir regarder le basket. Donc, il y a eu c'est pas NBA. Ouais, c'est pas NBA. Donc, pour supporter son équipe nationale, donc, il y a eu cet engouement-là, vraiment, de là-bas qui nous réchauffait le cœur. Et moi, personnellement, qui me donnait vraiment une fierté. Bien sûr. Pas possible. Bien sûr. Et je remercie Dieu chaque jour que Dieu fait. Je lui dis merci de m'avoir fait vivre cette opportunité-là. De m'avoir fait vivre cette expérience-là. Parce que avant toute chose, je lui confie tout. Je prie avant toute chose. Donc, vivre cette expérience-là, peut-être d'autres personnes allaient le vivre, mais peut-être pas moi. Mais s'il m'a choisi moi, c'est que c'est pour sa gloire. Et je pense que c'est à travers moi aussi inspirer d'autres jeunes ou d'autres personnes à vivre ça. Parlant d'inspiration aussi. Donc, excuse-moi pour terminer d'abord. C'est la partie la plus intéressante parce que tu as parlé d'inspiration. Terminer l'anecdote. Donc, à l'aéroport, pendant qu'on faisait la file, tout le monde est passé et moi, on a eu un problème sur mon billet. Donc, j'étais bloqué. Wow. Donc,
Il y avait, après aussi, je vois Solo aussi qui vient vers moi, Solo Diabaté, que je salue au passage. C'est un bon vieux père aussi, un bon chao. Voilà, que je salue au passage. Donc, lui aussi, il avait un problème aussi, son billet. Donc, du coup, on devait rester au Rwanda pendant que les autres partaient. Donc, il partait à l'accueil là-bas, en Côte d'Ivoire, le show, tout ça. Nous, on allait rater ça. Donc, on est resté au Rwanda. On n'est pas parti. Donc, on était là. Il dit, mon cœur était chaud. Il dit, ah, donc, il est resté ici, quoi. Je connais qui? Il est resté ici. Mais genre, le réconfort, c'est que Solo Diabaté était là. Donc, au moins, c'était quelqu'un que je connaissais. Oui. Donc, imaginons s'il était seul. Donc, avec lui, dans la situation, on est resté, ils sont partis. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un de très sympathique, très humble. Vraiment, ça a été un grand frère aussi pour moi. Okay. C'est toujours un grand frère pour moi. Jusqu'à présent, on échange toujours, tous en cause. Donc, il m'a mis à l'aise. Moi, de base, moi, je suis quelqu'un de timide, bien sûr. Réservé. J'aime pas déranger les gens. Je suis dans mon coin. Tant bien même que je peux, mais je veux pas déranger. Tu vois un peu. Donc, il m'a mis un peu dans le moule, genre me taquinant, tout ça. Donc, on est resté. On a passé la nuit jusqu'au lendemain. Et c'est le lendemain qu'on est rentré sur Abidjan. Donc, on est resté là-bas, l'anecdote, on est resté là-bas, moi et Solo, tout ça. Donc, ils sont rentrés. Donc, après, pour continuer après, il y a eu l'avènement quand on est venu. On a fait le tour à la présidence. Oui. Ils ont été reçus par beaucoup de personnalités ici en Côte d'Ivoire, d'autorités en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça a été encore au retour. J'ai compris encore l'impact qu'on a, l'impact du travail acharné, du travail bien fait et l'impact que toute l'équipe a eu à faire. Donc, c'est un peu ça. Bravo à toi. Après l'Afro-Basket 2021, j'ai eu l'opportunité aussi de participer à la campagne de la Coupe du Monde de basketball avec l'équipe nationale hommes de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en Indonésie. Voilà, donc pour dire que le parcours de l'enfant de Boaké, Yopougon kilomètre 17, passant par l'INSAC, il se retrouve en Indonésie. Et grâce à quoi? Grâce à son travail. Je pense que c'est possible pour toute personne qui donne de l'amour, de l'acharnement dans ce qu'il fait. Et ça paye. Donc, arriver en Indonésie, c'est la routine comme l'afro-basket, le contenu, tout ça. Donc, je me vois en train de côtoyer les grandes équipes qu'on voit à la télé, en NBA, des joueurs et autres, tout ça. J'ai dit, ouais, c'est moi ici, là. C'est moi qui suis là, comme ça. Et dit, ah, ouais. C'est la bénédiction de la maman. J'ai dit, ouais, c'est Dieu. C'est Dieu. Non. Vraiment, c'était une très belle expérience, Imagine. Et je cesserai de dire merci à monsieur Mamba Koulibaly de m'avoir fait confiance et d'avoir cru en moi jusqu'au bout. C'est ça. Et vraiment, je suis vraiment très honoré aussi de partager votre plateau pour pouvoir parler de moi. C'est pour la première fois que je me livre comme ça au grand public. Au grand public. D'accord. À travers ce parcours-là, on comprend que réellement, derrière, on ne voit pas tous ceux qui sont derrière le visuel que la population arrive à voir. Et aujourd'hui, pour un jeune qui est dans l'art et le design, qui veut se développer dans le domaine sportif, quel conseil est-ce que tu peux lui partager? Mais qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Déjà, le conseil que je peux donner à ces jeunes qui sont dans l'art ou qui aspirent à être dans l'art ou qui aiment l'art, ce conseil-là, c'est de leur dire d'avoir l'amour du travail bien fait. C'est surtout ça. Quand tu aimes ce que tu fais, peu importe les épreuves ou les challenges auxquels tu vas faire face, tu pourras les surmonter. Mais quand tu n'aimes pas, à la première difficulté, tu vas baisser les bras. Tu vas baisser les bras. Ok. Et celui qui est dans l'art et le design, qui veut maintenant en fait allier ça, tel que ton parcours, au domaine sportif. Celui qui est dans l'art déjà, moi je dis, l'art déjà c'est vaste. C'est la généralité. Quand tu comprends l'art, que tu inspires l'art, peu importe le domaine dans lequel on te met, tu exerces et tu excelles. Donc je pense que ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'aimer l'art et d'aimer ce que tu fais. Par exemple, moi dans mon cas précisément, j'étais pas trop basket. Bien sûr. C'est vrai que j'ai joué un peu au basket quand j'étais
en classe de 6e. Ouais, Je salue au passage mon coach Kara et coach Solo sur le terrain de Saint-Bernard d'Adiopodomé. Ok. J'ai pratiqué un peu le basket, mais après, j'ai pas continué. Sinon, bon, j'aurais été un très grand basketteur. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Blessure. Quand on parle du passé, on dit tout ligament croisé, tu connais, blessure, voilà. D'autres auraient dû être des bons combattants, d'autres des bons footballeurs, ou bien des bons basketteurs. Voilà, donc... allons-y. Voilà, donc... après ça, je suis plus revenu dans le basket jusqu'à ce que je travaille pour la Fédération Hawaïenne de basketball. Oui. Donc, pour dire que j'étais pas trop ancré dans le sport même, pour dire qu'il faut que tu sois forcément dans le sport pour pouvoir t'adapter. Donc, je suis une preuve palpable pour dire que tu peux ne pas être dans le sport, mais si tu as déjà l'esprit ouvert et que tu as l'esprit d'apprendre, tu peux t'adapter, peu importe le contexte dans lequel on te met. Si par exemple aujourd'hui, on me demande de faire la communication, par exemple, je sais pas, donnez-moi un exemple. Domaine du sport de combat. Voilà, du sport de combat, par exemple. Je m'adapte. Bien sûr. J'étudie les références qu'il y a dans ce sport de combat. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que il faut connaître les codes qui appartiennent à ce sport. Pour pouvoir mieux communiquer, puis mieux t'identifier, par exemple. Donc, moi, avant de me coller à ce sport, le basket, là, j'ai fait des recherches pour savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que le public attend comme visuel, qu'est-ce que le public attend comme résultat, tout ça, pour pouvoir donner ce qu'il convient. Bien sûr. Mais si tu ne fais pas de recherche, que tu tombes comme ça dedans, de manière basique. Voilà, tu vas faire un hors-sujet. Donc, je pense que le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais, d'aimer l'art en général, et de s'adapter en fonction de chaque contexte. D'accord. Bon, on va parler de l'actualité. Tu vois que je suis toujours dans les couleurs. C'était l'Afro-Basket. L'Afro-Basket, on vient de fermer les portes de l'Afro-Basket féminin. Quel est aujourd'hui ton regard sur cette compétition-là aujourd'hui? L'Afro-Basket qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Ok, pour l'Afro-Basket dame qui s'est tenue en 2025 ici en Côte d'Ivoire, l'organisation a été bien faite. On a vu l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement-là. Effectivement. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bien sûr. Et comme on dit, c'est une continuité. Bien sûr. Donc, ça a été vraiment très enrichissant. Moi, j'y étais. J'ai regardé quelques matchs et j'ai vu que c'était top, quoi. Voilà. Donc, déjà, quel a été ton point de vue sur l'organisation déjà de cet Afro-Basket-là? Et est-ce que toi, en tant qu'expert en communication, tu penses que la communication a été mise en place, le public a répondu, les gens, enfin, comment est-ce que ça a trouvé réellement le point de vue organisationnel? Et on profite pour saluer déjà le président de la fédération, M. Moussa Diarra. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance et à tous les médias qui ont été présents. Mais toi, en tant qu'expert aujourd'hui en communication, comment est-ce que tu abordes aujourd'hui la communication au lendemain de cette compétition? Dans la généralité, la communication a été bonne. Ok. Ça, c'est mon humble avis. Bien sûr. Je dirais, il y a eu un manque dans les débuts de teasing. Ok. Pour annoncer l'événement, situer même l'événement par rapport à la population qui devait suivre tout ça. Je pense que peut-être de mon œil, je peux me tromper. Ça manquait un peu. Préparer un peu le terrain. Peut-être on s'y est pris un peu tard. Voilà. Donc après, dans le cours des choses, je pense que ça a été rattrapé. Et tout ça. Ça a été rattrapé. D'accord. Et s'il y a des choses à améliorer, dans la mesure où aujourd'hui, bon, le président a fait son bilan déjà, bilan satisfecit total pour nous, particulièrement. Mais si, en tant qu'expert aussi en communication, aujourd'hui, s'il y a des choses à améliorer, pas forcément pour la fédération de basket, on va tirer peut-être des leçons de la fédération de basket, mais il y a d'autres compétitions à l'échelle internationale qui peuvent avoir lieu en Côte d'Ivoire. S'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Bon, pas grand-chose. Hein. Bon, je dirais anticiper sur les différentes compétitions, les différents événements à venir. Essayer d'impliquer plus, c'est-à-dire faire de la communication qui incite la population à s'imprégner. Voilà, vraiment de l'équipe, c'est-à-dire faire confiance aussi aux médias sociaux et tout ça. Voilà, par exemple, pour prendre le cas des dames, moi, j'ai pas vu du contenu dans le quotidien de l'équipe des dames, par exemple, pour montrer les émotions que ces dames-là vivaient
pendant la compétition. Okay. Pour montrer, par exemple, ce que le public... le côté caché. Voilà, le côté caché. Bon, nous, on a essayé de travailler là-dessus. Si tu Chez veux. Eric Favre TV, on a essayé de travailler là-dessus, accompagné, bon, pas forcément avec la team Côte d'Ivoire, mais avec l'équipe du Soudan, avec les autres équipes. On a essayé de suivre un peu. Et réellement, ça a créé de l'engouement auprès de la population. On a découvert, par exemple, des supporters ivoiriens qui supportaient le Sud-Soudan. C'était vraiment des fanats. Ils connaissaient le nom de tous les joueurs et les joueuses, en fait, de tous les joueuses. Et les joueuses elles étaient vraiment subjugué, extraordinaire de pouvoir savoir que peut-être un jeune, le jeune connaît son nom et autres ça. Donc, ça a été des parties de selfie à ne pas manquer. Même l'équipe du Mali, les supporters ivoiriens supportaient l'équipe du Mali, les Sénégalaises aussi se sont retrouvés. Et l'équipe de Guinée, on s'est déplacé, aller un peu, tourner avec elle, comprendre un peu comment est-ce qu'elle s'entraîne. Pendant le match, même la demi-finale entre le Sénégal et le Nigeria, vraiment le coach de la Guinée que je salue de passage était assez intéressant. Donc, réellement, on a essayé, nous, en tant que tel, de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir faire vivre ces événements. Mais, en tant qu'expert, on tient compte de ce que tu dis et on revient un peu là-dessus. Bon, on est pratiquement à la fin de notre interview. Quelle est ton actualité actuelle? C'est vrai que tu as fait le passé, on a quitté de l'INSAC au FIBB et après l'FIBB, quelle est l'actualité? Déjà, mon actualité présentement, c'est au niveau de l'entreprise dans laquelle j'exerce. Okay. On travaille sur une émission qui est Parquet de toile. D'accord. Je suppose que... Qui est lié au basket aussi. Qui est lié au basket aussi. Effectivement. Qui est Parquet de toile. On a fait 9 épisodes, je crois, pour l'Afro-Basket Dame. Okay. Et on espère continuer pour l'Afro-Basket Homme. Aujourd'hui, toi, en tant qu'un ancien de la FIBB, quel sera ton message ou bien quel est ton point de vue sur l'Afro-Basket Homme qui est à notre porte? Déjà, je pense que j'ai toute ma confiance en cette équipe-là. Okay. Je connais leur performance, je connais leur dévouement au travail et je sais qu'ils vont tout donner pour nous ramener ce trophée. Et je leur envoie toutes mes bonnes ondes, toutes les bonnes zones positives, les zones de victoire, de confiance et de force. De force. Et on est ensemble, vous connaissez, c'est le Fior, comme ils aiment. Oui, c'est pas pour dire la même coiffure, c'est vrai. Ils aiment me charrier comme ça quand on est en groupe, le Fior. Donc, c'est le Fior, vraiment, je vous donne mon encouragement. Je vous soutiens de loin, mais près du cœur, on est ensemble. Et je profite aussi de l'occasion pour dire merci à toutes les personnes avec qui j'ai collaboré. Bien sûr. Depuis 2020 jusqu'à 2024. Il y a eu Patrick Yao Armel, qui a été d'une aide aussi pour moi pendant ce parcours-là, qui faisait les photos avec moi. Il y a eu Guy Stéphane Lago, qui est d'une promotion après moi, je crois 2 ans après moi, de l'INSAC. Je te fais un big up, mon gars, on est ensemble. C'est un très bon graphiste aussi. Il m'a aidé aussi dans tout ce élan-là aussi. Faudrait pas tirer le drap sur soi, donc il faut reconnaître le mérite de chacun. Il y a eu Chamad aussi, à qui j'ai appris à faire la photo. Quand il venait, il n'avait aucune notion dans la photographie. Voilà, donc j'ai appris à faire la photo, donc il nous aidait aussi dans les couvertures. Il y a eu Arnaud ou Allo Didier, qui nous a rejoint aussi dans la foulée, qui faisait la rédaction et tout ça. Et celui qui pilotait même le volet communication, c'est monsieur Patrick Guité, rédacteur en chef, qui pilotait tout cet élément-là. Et j'aimerais dire un grand merci à ma maman. Ah, mais attends, on n'a pas parlé de la vieille. La vieille, vraiment, voici ton doigt où qu'elle a. Bénédiction à toi, c'est grâce à tes prières que, en fait, le parcours inspirant. Quand on parle de la maman, je veux que tu t'adresses aussi à tous les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Pas forcément, on est parti déjà sur les jeunes qui font l'art, qui font le design, mais à toute la jeunesse qui nous suit, pas forcément ivoirienne, la jeunesse africaine même qui nous suit. Si tu as un conseil à leur donner, ça sera quoi? Déjà, les gars, on est ensemble, on est jeunes, on connaît les vices, on connaît l'envie de l'argent facile. Écoutez vraiment les conseils de vos parents, surtout de vos mères, car une maman ne va pas donner un mauvais conseil pour son enfant.
si elle te donne ce conseil-là, c'est qu'elle sait que c'est bien pour toi. Peut-être que sur le champ, tu vas pas capter, tu vas pas comprendre que c'est bien, mais écoutez vos parents, écoutez vos mamans. Et je pense que je suis une preuve de cela. Tant bien que même je suis assez têtu, assez rigoureux dans ce que je fais. Mais avec du recul, quand j'analyse tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a donné comme conseil, je vois que c'était pas faux, quoi. Donc, je pense que c'est dur, mais il faut faire avec. Il faut pas s'adonner à la part du gain facile. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, et puis confiance à sa famille. Parce que quand tout va mal, c'est la famille qui est là. Donc, il faudrait pas se détourner de sa famille quand on a un peu le vent en poupe. Quand on a la grosse tête, quand maman dit ça, toi, tu dis, toi, parce que. Donc, il faut avoir cette humilité-là, de reconnaître le mérite de chacun. Et pour ma part, je pense que ma mère, elle est d'une grande aide pour moi. Depuis 2001 que j'ai perdu mon père jusqu'à présent, c'est elle qui a été là pour tout. Quand il faut. Quand je suis malade, c'est elle. Pour l'école, c'est elle. L'INSAC, on sait combien ça coûte. Bien sûr. Le matériel à acheter. Elle ne travaille pas ménagère, elle fait de la restauration. Souvent ça marche, souvent ça marche pas, donc on s'accroche. Donc je pense que il faut avoir cette reconnaissance-là aussi, quand ça va, de pouvoir le rendre à nos parents. Ça, c'est important. Donc je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules et puis rester humble. Surtout prier. Prier Dieu et mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. Au centre de tout ce qu'on fait. Mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. C'est vrai, quand on le dit, c'est cliché. On dit il faut prier, mais c'est réel. C'est réel. C'est réel. Pour ce que moi j'ai vécu et je continue de vivre, si tu n'as pas Dieu, il y a beaucoup de choses que tu peux pas atteindre ou même que tu peux pas surmonter. Donc, que Dieu nous garde et en ensemble. Pour tous ceux qui nous suivent, on retient qu'il faut croire en soi. Le rêve africain, c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Le personnage qu'on a reçu aujourd'hui est un personnage atypique de Bouaké à l'INSAC, de l'INSAC à la FIBB, et on a vu un peu le parcours en nous expliquant, en nous faisant vivre en fait ces anecdotes-là. Croire en soi, mettre beaucoup de passion dans ce qu'on fait, mettre beaucoup d'amour et d'acharnement dans le travail, et seul le travail pourra témoigner pour vous. Monsieur Dam, on profite de cette interview pour remercier Monsieur Ganet Wallo, de même que Betty de la Fédération ivoirienne de basket et de la FIBA. On salue aussi Monsieur Gaza et Cathy Touré qui nous ont aidés lors du dernier Afro-Basket à pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir côtoyer tous ces énormes personnalités, toutes ces personnes-là. Merci bien à tous, restez connectés. Notre personnage est assez inspirant, personnage atypique. Est-ce que vous pensez que ce genre de contenu est quelque chose que nous devons pérenniser sur notre chaîne? Mettez-le en commentaire. Nous sommes sur YouTube, TikTok et Instagram. Eric Favre TV. Merci. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham, le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information.